Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire de la commission intelligence artificielle et aujourd'hui nous allons accueillir monsieur Boussel Loïc qui est professeur d'université, chef de service en radiologie à l'hôpital de la Croix-Rousse et qui travaille sur les outils d'intelligence artificielle en collaboration avec la DSN et notamment avec monsieur François Talbot, et qui va nous présenter aujourd'hui le Natural Language Processing en imagerie, plus spécifiquement sur l'application à l'imagerie de l'intelligence artificielle. Monsieur Talbot, c'est à vous. Bonjour. Mais écoutez, merci à tous de m'avoir invité à parler donc de ces aspects de Natural Language Processing. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra pour des soucis de débit, de façon à ce qu'on m'entende bien. Voilà. Et donc, je vous propose de commencer par ces différents éléments. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Natural Language Processing? En fait, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre aux machines de lire et de comprendre le langage humain, de façon à assurer l'interaction entre les ordinateurs et les humains en utilisant le langage naturel, par opposition au code informatique, par exemple. Alors, c'est une assez longue histoire qui commence dans les années 50 avec Alan Turing qui invente le test de Turing, dont le but est de poser des questions et en fonction des réponses, de déterminer si le répondant est un humain ou un ordinateur. En 1954, IBM développe le premier logiciel de traduction russe-anglais en pleine guerre froide. En 1964, on a le premier chatbot. Et ensuite, dans les années 70 jusqu'aux années 2000, on a beaucoup de méthodes qui se développent, qui sont basées sur des approches un peu compliquées, des approches ontologiques, qui ont été supplantées à partir des années 2000 par toutes les méthodes de machine learning et surtout de deep learning, et encore plus depuis 2018 avec l'apparition du transformer. C'est des méthodes comme BERT ou GPT-3 dont nous parlerons ensuite. Alors, les applications du NLP, bien, on les connaît tous, elles sont présentes un peu partout dans nos vies, que ce soit les moteurs de recherche type Google, les outils de traduction, nos assistants vocaux, les systèmes qui analysent les sentiments, qui vous déterminent si une critique de film est bonne ou mauvaise, par exemple, les résumés automatiques de texte, les chatbots, c'est-à-dire les ordinateurs avec lesquels on discute quand on contacte le SAV pour un problème sur sa machine à laver, la génération de texte, etc. Et finalement, ce qui est un peu surprenant, c'est que ces développements en NLP sont assez récents en médecine et encore plus en imagerie et paraissent finalement assez en retard par rapport à tout ce qui a pu être développé en traitement d'image. Donc ça, c'est principalement lié à la complexité de la tâche. En fait, ces comptes rendus, notamment sur l'imagerie, sont compliqués parce qu'ils sont en texte libre, puisqu'il est quasiment impossible de les indexer de façon manuelle en routine clinique. C'est trop compliqué, ça consomme trop de temps. Et ces textes libres, ils rendent la recherche par mots-clés complètement inefficace, du fait principalement des négations. Si on veut chercher des pneumothorax, par exemple, dans une base, et ben on va trouver plus d'absence de pneumothorax que de présence de pneumothorax. Les problèmes d'orthographe, les problèmes d'abréviation. Ce qui rend également les choses compliquées, c'est qu'on a affaire à un langage qui est technique et qui est en français, donc il y a peu ou pas de corpus disponible pour décrire ce langage. Et puis, il y a des aspects plus propres à la médecine, comme par exemple la gestion de l'incertitude, les fameux doutes sûrs. Est-ce qu'il faut considérer ça comme positif ou comme négatif? Et puis également, on a souvent plusieurs concepts dans une même phrase. Par exemple, on va trouver épanchement pleural associé à un épanchement péricardique. Mais il est difficile pour la machine de savoir si on est plutôt en train de parler de la plèvre ou plutôt en train de parler du cœur. Donc tout ça, ça rend les choses un peu complexes. Et ce qui est dommage, parce que finalement, on a énormément d'applications possibles du Natural Language Processing en imagerie. Alors, on peut penser par exemple à la recherche d'éléments pertinents dans le dossier clinique au moment où le radiologue dicte le compte-rendu. On peut penser aussi à la notion de compte-rendu augmenté, c'est-à-dire par exemple une machine qui vous proposerait automatiquement le suivi d'un nodule à partir du moment où vous le décrivez dans le compte-rendu, quand est-ce qu'il faut recontrôler par exemple le scanner. Et puis également tout ce qui est relecture des comptes rendus, c'est-à-dire détecter ce qu'il peut y avoir d'incohérence ou de copier-coller qui ne serait pas pertinent. Ensuite, il y a pas mal de groupes qui réfléchissent aux alertes cliniciens automatiques. Quand le radiologue décrit quelque chose de grave sur un compte rendu, bien le clinicien pourrait être alerté automatiquement pour un peu que la machine ait détecté évidemment que la phrase contenait quelque chose d'urgent. On peut également utiliser le NLP pour la restructuration automatique des comptes rendus. Pour l'analyse de la pertinence des examens, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire en fait arriver à utiliser le NLP sur les comptes rendus pour calculer le taux de positivité d'un examen. Quand je demande une embolie pulmonaire, finalement, dans combien de cas je la trouve? Alors évidemment, ça ne fait pas toute la pertinence d'un examen, mais au moins ça participe à la réflexion d'utiliser tel ou tel examen à tel ou tel moment du parcours patient.
Et puis également pour des aspects de recherche et des aspects académiques, hein, si on est capable d'aller rechercher telle ou telle pathologie dans un compte-rendu, bien, ça peut permettre de faciliter la collection de cas, que ce soit pour faire l'enseignement ou bien pour créer des bases de données qui soient soit des bases de données images, par exemple, qui vous remontent, qui contiennent tous les patients et ont présenté telle ou telle chose décrite dans le compte-rendu, ou bien des bases de données mixtes à base d'images et justement de phrases de compte-rendu. Alors, dans cet exposé, je vais vous parler de quelques éléments. Tout d'abord, l'encodage des mots et de la grammaire. Ensuite, on verra quelques aspects sur l'analyse globale des textes, avant de décrire ce qui a finalement changé le monde du Natural Language Processing, qui est ce qu'on appelle le Word Embedding. Puis après, on verra comment on se sert de ces éléments pour entraîner les réseaux, sur les méthodes classiques, les méthodes de Deep Learning, et puis les méthodes que j'appelle de Super Deep Learning, c'est-à-dire la nouveauté depuis le 2018, c'est-à-dire l'utilisation de ce qu'on appelle le Transformer. Quand on a une tâche à faire en machine learning pour un ordinateur, la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire le découpage du texte en mots. Donc c'est vraiment la première étape indispensable en Natural Language Processing, et ça a l'air simple, mais c'est parfois pas si trivial. Par exemple, pour découper le terme épicardique, eh bien on peut soit mettre épi-cardique, soit épicardique, soit au contraire séparer épi et cardique. Donc il y a pas mal de questions autour de quelle est la tokenisation, le découpage du texte le plus efficace pour les machines. Et ensuite, une fois qu'on a découpé ces mots, bien, il va falloir les encoder, c'est-à-dire les transformer en chiffres pour que la machine puisse les utiliser avec un index de vocabulaire. Et par exemple, dans cet exemple ici, la lésion du cervelet va correspondre pour la machine au chiffre 18, 256, etc., où 18 désigne le mot là et 256 désigne le mot lésion. Et ça, on va pouvoir le faire soit à partir d'un vocabulaire fixe, soit à partir d'un vocabulaire appris sur un corpus réel. Alors un corpus, c'est le texte ou l'ensemble de textes qu'on étudie. On va pouvoir faire aussi, c'est arranger un petit peu les choses, c'est-à-dire par exemple en supprimant ce qu'on appelle les stop words, c'est-à-dire les mots qui sont fréquents mais qui sont peu utiles dans la phrase, comme par exemple les adjectifs, le, un, des, etc. Alors ça va avoir l'avantage de concentrer un peu le texte en supprimant ces mots, mais ça perd une certaine quantité d'informations. Par exemple en français, le et un ne sont pas tout à fait équivalents, ou peuvent avoir une signification par eux-mêmes. Et puis, ce qu'on peut faire aussi pour essayer de simplifier un peu les affaires à l'entrée dans les réseaux, c'est d'essayer de prendre en charge les variants, de simplifier le texte. Donc ça, on trouve différentes méthodes, notamment le stemming, qui va permettre de tronquer le mot selon une règle. Par exemple, les termes manger, manger, manger vont être simplement symbolisés par la machine par le terme mang, qui résume en fait tous ces mots. Ou bien utiliser des techniques qu'on appelle de lématisation, qui vont regrouper les mots par concept racine. Et par exemple, les mots mal et mauvais vont pouvoir être regroupés, lématisés en mal. Alors, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble d'un point de vue pratique, hein, si on prend cette phrase issue d'un compte-rendu radiologique, la lésion cible du segment 5 est mesurée à 4 cm, eh bien la tokenisation va nous la découper en mots séparés. Ensuite, on va pouvoir enlever les stop words, donc par exemple l'adjectif là, ou bien le verbe et. Et finalement, on a une phrase qui veut à peu près dire la même chose, mais qui est plus condensée. Et puis, par exemple, on va pouvoir la stemmer et avoir uniquement la racine des mots qui nous intéressent. Bon, la lématisation se procède du même système. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va convertir notre résultat en nombre. Et voilà ce que ça donne pour la machine. En fait, ce qu'elle va voir, c'est ce vecteur de mots, en fait, et chacun des nombres qui est ici représente un mot dans le vocabulaire. Et c'est ça qu'on va envoyer en direction des algorithmes. Alors, une fois qu'on a fait cette étape d'encodage des mots, on peut aussi s'intéresser à l'encodage d'autres choses, comme par exemple encoder la grammaire. Donc ça, c'est ce que font les méthodes qu'on appelle Part of Speech Tagging ou POS, dont le but du jeu, ça va être d'affecter la fonction grammaticale de chaque mot, c'est-à-dire si chaque mot correspond à un nom ou à un verbe. Et ça va nous permettre d'identifier les points clés dans la phrase, et puis éventuellement aussi de différencier les homonymes, par exemple le verbe être du nom être. Et on va pouvoir comme ça, à partir de chaque phrase, reconstruire des arbres. Alors je vous en montre ainsi un exemple. J'ai pris la même phrase. Et bien dans cette phrase, on voit que le mot mesurer, qui est le verbe, en fait, il se rapporte au nom lésion, qui elle-même correspond à la lésion cible. Et si on veut savoir la taille qui est mesurée, on parcourt l'arbre dans l'autre sens et on retrouve 4 cm. Donc ça va permettre un certain nombre de choses, de parcourir ces arbres en appliquant des règles, et c'est par exemple qu'on peut utiliser pour restructurer du texte libre en compte rendu standardisé. L'autre qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le Name Entity Recognition. Donc l'idée, ça va être de rechercher les noms propres et les entités commerciales dans une phrase. Et ça, par exemple, je vous en ai mis un exemple ici. Hein, si on donne cette phrase à un algorithme, il va reconnaître que Monsieur Durand est une personne. Et ça, c'est ce qui est très utilisé pour anonymiser de façon automatique les documents.
Et puis les autres choses auxquelles on peut penser autour de cette grammaire, de cette syntaxe de la phrase, c'est la détection des négations. Alors ça, c'est vraiment un problème majeur qui, comme on l'a dit tout à l'heure avec le pneumothorax, limite complètement la recherche par mots-clés, puisqu'il faut arriver à détecter si le mot-clé est positif ou négatif. Donc, il y a par exemple certains algorithmes, comme l'algorithme NEGEX, qui est basé sur un certain nombre de règles et l'utilisation, par exemple, du part of speech tagging qu'on vient de voir, qui va permettre de détecter ces négations. Alors, en fait, en vrai, ces méthodes rigides, et elles marchent assez mal, notamment en français, parce qu'on a beaucoup de double négation. La négation peut apparaître tôt ou tard dans la phrase, donc c'est assez compliqué. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a développé des techniques plus avancées, comme les techniques d'analyse dont on va parler maintenant. Alors, dans ces techniques d'analyse, une qui a été très utilisée, qui l'est beaucoup moins maintenant, mais qui est intéressante, c'est les techniques qu'on appelle de back of word, de sac de mots. Alors, l'idée, ça va être de prendre tout un texte et d'analyser pour chaque mot du texte sa fréquence à l'intérieur du texte en question, mais sans prendre en compte ni la grammaire, ni l'ordre global des mots. Autrement dit, on va terminer avec une liste de mots et la fréquence à laquelle ils apparaissent dans ce texte. Et bien, cette liste, qu'on appelle une vectorisation du texte, eh bien, elle va nous permettre de comparer les textes entre eux. Alors ça a été très utilisé dans l'analyse de spam, par exemple, sur les emails. C'est vrai qu'un email qui contient fréquemment le mot promotion, gratuit, est plus probablement un spam qu'un texte qui ne contiendrait pas ces mots-là, avec au moins ni avec la même fréquence. Et puis de la même façon, quand on analyse des comptes rendus radiologiques, par exemple, le fait de trouver ventricule, lat, sim comme mot stémé, eh bien, ça indique qu'on est très vraisemblablement dans un compte rendu de neuroradiologie. Alors là, il y a un gros problème avec ces systèmes de back of word, c'est que parfois, dans un texte, il y a un seul mot qui est présent qu'une seule fois, donc qui est rare, donc qui n'est pas très fréquent, et qui va par contre avoir un poids énorme au niveau de l'analyse du texte. Et ça, c'est ce qu'essaie de gérer les méthodes de terme fréquency inverse document fréquency. Donc, c'est de mettre un ranking de l'importance du mot en fonction de sa balance importance-fréquence. Et pour donner un exemple, c'est vrai que dans un compte rendu, si on voit une seule fois le mot sous-épicardique, eh bien, on comprend qu'il s'agit d'un compte rendu de radiologie cardiaque, puisque c'est le seul moment où on va utiliser ce terme. Voilà, donc ces approches statistiques étaient intéressantes. Elles ont de plus en plus, et maintenant quasiment totalement, laissé la place à une autre méthode, à d'autres méthodes qui sont basées sur ce qu'on appelle le word embedding, qui a représenté une révolution énorme dans le monde de l'analyse de texte. Alors, pourquoi elle a réalisé une révolution énorme? Parce que les méthodes qu'on a vues jusqu'à présent, il y avait une tokenisation simple. On remplaçait chaque mot par un nombre qui lui correspondait dans un index de vocabulaire. Donc, l'idée, c'était de mapper individuellement chaque mot, sans relation entre eux, ni prise en charge des honomonymes. Par exemple, le verbe être, eh ben, le mot être, il va être tout le temps avec le même nombre, qu'il s'agisse du verbe ou qu'il s'agisse du nom. Alors, ce que va faire le word embedding, c'est très différent. L'idée, ça va être de capturer la sémantique et l'information contextuelle entre les mots du vocabulaire. Alors, pour se représenter un peu ce que ça représente, cette chose, si on prend par exemple les 4 mots suivants, poumon, pneumopathie, ostéomyélite et fémur. Eh bien, évidemment, pneumopathie se rapporte à poumon et ostéomyélite se rapporte à fémur. Mais si on y réfléchit bien, poumon et fémur ont aussi quelque chose à voir entre eux, puisque c'est des localisations anatomiques, alors que pneumopathie et ostéomyélite ont aussi à voir entre eux, puisque c'est des pathologies infectieuses. Donc on voit que pour un même mot, en fait, il va pouvoir avoir des contextes, des liens différents qu'on ne va pas pouvoir décrire avec une seule valeur du mot. Il va falloir rajouter plusieurs valeurs pour prendre en compte ce contexte. Donc pour ça, il y a différentes approches qu'on a développées, je ne vais pas les détailler. Ils sont toutes basées sur des réseaux de neurones. Et l'idée, c'est de transformer chaque mot, non plus en un seul nombre, mais en un vecteur de nombres qui va être caractéristique du mot et de son contexte d'apparition. Alors ça, c'est extrêmement important et c'est à la base d'énormément de techniques de machine learning. C'est peut-être un peu difficile à expliquer en natural language processing, donc je voudrais juste faire un tout petit détour par les algorithmes de représentation et de recommandation pour vous montrer un peu l'importance de cet élément, de cette vectorisation, de ces embeddings au sein du machine learning. Et l'exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple des algorithmes de recommandation. Alors, c'est par exemple ceux de Netflix ou ceux d'Amazon, par exemple. Alors, l'idée de ces algorithmes, hop là, excusez-moi. Hop là. Voilà. Donc, l'idée de ces algorithmes, ça va être de transformer
les utilisateurs, comme les films, non pas en une valeur, le nom d'utilisateur par exemple, mais en un vecteur de nombre, de façon à essayer de proposer à l'utilisateur le compte-rendu le plus adapté possible. Alors si on réfléchit un peu à la façon de faire ça, on pourrait se dire qu'on peut prendre une approche déterministe. Et ce que j'ai fait ici, symbolisé au niveau de ce tableau, où vous avez les utilisateurs, Loïc, vous avez leur âge, vous avez leur sexe, un homme ou une femme, les lieux d'habitation. Et finalement, ce Loïc, on peut le symboliser dans ce vecteur qui reprend son âge, son sexe et son lieu d'habitation. Même chose pour les autres personnes symbolisées ici. Et une fois qu'on a ce vecteur, eh bien, on peut lui proposer des films, par exemple. Et donc, comme Loïc est un garçon d'un certain âge, on peut par exemple lui proposer des films d'action et de sport. Et comme il vient du 69, ça sera plutôt l'Olympique Lyonnais. Alors qu'à Aline et Rose, on va plutôt proposer de la comédie et du romantisme. Donc on voit tout de suite qu'on aboutit ici à ce qu'on appelle des clichés, c'est-à-dire une décision qui est prise sur un nombre limité et insuffisant de caractéristiques et qui va être en aucun cas bien adaptée aux personnes à qui on doit proposer un film. Donc pour corriger ça, et c'est là qu'arrivent donc les méthodes de machine learning et ce qu'on appelle les embeddings. Donc l'idée, ça va être d'avoir une approche complètement différente. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base de données rétrospective d'utilisateurs et de films, donc l'utilisateur avec le peu d'informations qu'on a, par exemple celle qu'on vient de donner, et de films, et on va demander aux utilisateurs de noter les films. Et c'est pour créer ces bases de données qu'on nous demande systématiquement, chaque fois qu'on a acheté quelque chose, si on est content ou pas content, si on a aimé ou tel ou tel film. En fait, ça a pour seul but de fabriquer ce type de base de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la machine tous les films et tous les utilisateurs. On va demander à la machine de transformer chaque film en un vecteur de nombre, chaque utilisateur en un vecteur de nombre, et on va comparer au niveau de cette partie-là du réseau, qu'est-ce qui match entre les utilisateurs et les films. C'est-à-dire quel nombre, quel vecteur j'attribue à chaque utilisateur qui va faire que ce qui matche bien avec le vecteur que j'ai attribué au film. Donc à la fin, ça ressemble à ça, c'est-à-dire chaque humain est défini par une série de nombres, comme on le voit ici. En général, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs centaines. Chaque film est défini par une série de nombres. Et en fait, ce qu'on est sûr, c'est que ce vecteur-là de nombres pour un humain va correspondre à tel ou tel vecteur de film à regarder. Et si on essaie de se projeter ça un peu dans un espace à multidimension, c'est ce que j'ai symbolisé ici, eh bien on voit par exemple que Loïc et Aline vont avoir des vecteurs qui vont être proches, ils vont se situer dans le même espace, alors que Rose va être au contraire très différente, elle va dans un espace différent. Eh bien à Loïc et Aline, j'aurai intérêt à proposer des films dont le vecteur se projette dans cet espace et cet espace, par exemple, puisque c'est ceux qu'ils ont mieux noté, alors qu'à Rose, j'aurai intérêt de proposer des films qui se projettent dans un autre espace vectoriel. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un peu le problème qu'on a avec ces méthodes de recommandation, puisque une fois qu'on s'est fait accrocher notre vecteur sur le dos, donc on se situe dans un espace ici, eh bien on va systématiquement se faire proposer les films qui vont correspondre dans cet espace-là. Donc le serpent se mord un petit peu la queue, entre guillemets. Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec les mots. Autrement dit, regardez quels sont les liens entre les mots et comment on peut les relier les uns aux autres, comment on peut leur accrocher à chacun un vecteur qui match avec le vecteur de mots qui leur ressemble le plus ou qui est le plus souvent associé. Donc voilà, je vous montre un exemple de comment ça marche. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les mots du vocabulaire et on les a projetés avec un vecteur au hasard. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est comment la machine s'entraîne pour regrouper les mots entre eux, leur mettre un vecteur qui est de plus en plus affiné et qui fait que les mots se rapprochent les uns des autres. Ces vecteurs se deviennent de plus en plus similaires et peuvent s'accrocher les uns aux autres. Vous voyez que la machine va trier en fait les mots, les faire se rapprocher, au contraire les faire s'éloigner. Et à la fin de cet apprentissage, on va avoir les points qui sont par exemple ici, qui vont correspondre au même champ sémantique, aux mots qui se retrouvent le plus souvent ensemble dans une phrase. Et voilà ce que ça donne ici. Si on demande par exemple à la machine où est localisé le mot paradis dans son espace, eh bien vous voyez qu'il est localisé au début au hasard, et après entraînement, vous voyez que paradis va se retrouver assez proche de choses comme la mort, de choses comme pour toujours, etc., etc. Et si on zoome un petit peu, vous voyez qu'on retrouve que le mot paradis est proche d'éternel, de ciel, du Christ, de bon, de palace, de la terre, etc., etc. Donc voilà, comme ça, on va arriver à avoir pour chaque mot, non plus une valeur, mais un vecteur représentatif du mot, alors qui vont nous permettre tout un tas de choses intéressantes, notamment des opérations mathématiques. On va pouvoir faire des additions et des soustractions de ces vecteurs. Et par exemple, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si on ajoute le vecteur du mot fémur au vecteur du mot pneumopathie, eh bien on va avoir un vecteur qui va être très proche ou carrément égal à celui du vecteur ostéomyélite.
Et de la même façon qu'on a comparé les humains entre eux, comparé si les humains aimaient ou pas ou tel film, eh bien, on va pouvoir utiliser ça pour de la similarité, des synonymes. Et c'est comme ça que sont faits nos moteurs de recherche qui vont chercher un mot et les mots qui se raccrochent comme vecteur le plus proche dans l'espace de projection, dans un espace de projection donnée. Alors ça, c'est génial parce que ça peut se fabriquer sans supervision. On lui donne tous les mots, on lui donne tout un texte et il va se débrouiller pour retrouver quels sont les mots qui collent ensemble, entre guillemets. Et puis, ça va permettre aussi d'être très adaptable au datasets qu'on utilise. Si par exemple, on lui donne des mots en français, ben, il va s'adapter à apprendre le langage en français, à voir quels mots français se rapprochent les uns des autres. Évidemment, c'est très flexible. On va pouvoir aussi l'entraîner sur de l'anglais, etc., ou sur des choses plus techniques. Et donc, finalement, ça va permettre une augmentation majeure des performances des systèmes de Natural Language Processing. Alors, une fois qu'on a vu maintenant toutes ces choses qui vont nous permettre de mettre en forme les mots du texte, eh bien, on va pouvoir voir l'entraînement des réseaux. Alors, donc, la première chose qu'on a fait, on a dit, on va tokeniser le texte, plus ou moins rajouter du word appending, maintenant c'est systématique, et puis on va entraîner le système à faire une tâche spécifique, comme par exemple classer des comptes rendus, ceux qui parlent de pathologies tumorales ou de fractures, etc. Des analyses de sentiments, c'est utilisé par exemple pour savoir si on a aimé ou pas un film, et puis des outils de traduction, des outils de questions-réponses, etc. Et pour ça, on a différentes approches, donc les approches rigides qu'on a évoquées avec les systèmes NeGEX, par exemple, qui sont extrêmement limitées, des approches en machine learning classique, sur lesquelles on dira juste un mot, et puis les approches de deep learning, avec notamment l'avènement du transformer. Alors, pour montrer un peu, donc les techniques classiques, je ne vais pas insister dessus, tout a été essayé, hein, que ce soit les supports vector machine, les random forest, pour classifier les documents, analyser les sentiments. Toutes ces méthodes sont maintenant relativement obsolètes et ont laissé leur place aux méthodes de deep learning, qui vont avoir pour inconvénient de nécessiter des grandes databases d'entraînement, mais on les a. Par exemple, on peut entraîner sur tout Wikipédia, par exemple, ce qui représente une quantité de texte énorme. C'est un processus qui va toujours avoir 3 étapes. Hein. On va commencer par tokeniser, mettre en forme un peu le texte. Ensuite, on va transformer tout ça, chaque mot en son embedding. Ensuite, on va injecter ça dans un réseau de neurones. Et à la fin, on va pouvoir faire une tâche de classification ou d'analyse de sentiments, par exemple. Alors, dans les réseaux utilisés, donc juste pour en dire quelques mots, hein, les réseaux qui ont été énormément utilisés, c'est ce qu'on appelle les réseaux récurrents, qui vont avoir une lecture naturelle des phrases, qui vont prendre les mots les uns à la suite des autres, comme si on lisait vraiment, mais en gardant en mémoire ce qui s'est passé dans la partie précédente du texte. Et ça, c'est très important, évidemment, pour comprendre un mot, il faut avoir lu ce qu'il y avait avant. Et puis, ça permet aussi de résoudre des situations très compliquées, comme par exemple, je n'ai pas pu garer ma voiture dans cette place parce qu'elle était trop petite. Donc, tout le monde comprend que c'est la place qui est trop petite et pas la voiture. Mais pour un réseau de neurones, c'est pas hyper clair. Donc, il faut qu'il soit capable de garder voiture et place en mémoire quand il analyse le mot petite, mais se rappeler que voiture est peut-être moins important que place et que finalement, c'est la place qui est trop petite. Et ces réseaux sont basés sur un certain nombre de choses un peu complexes que je vous présente seulement rapidement ici. Donc maintenant, ils sont moins utilisés, ces réseaux, mais ils servent souvent quand même de briques à d'autres réseaux plus complexes, comme par exemple les réseaux de séquence to séquence. Alors là, l'idée est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va rentrer toute la phrase à l'intérieur d'une partie du système qui s'appelle l'encodeur. Et l'encodeur, en fait, il va coder chaque mot à l'intérieur de lui-même en les additionnant quelque part les uns aux autres en fonction de leur apparition. Et ensuite, il va passer tout ça au décodeur qui va lui transformer les mots qu'on a rentrés dans l'encodeur en une séquence de mots qui peut être plus longue que la séquence initiale et qui peut être soit une question-réponse, soit au contraire une traduction. Et c'est ce qui a transformé, peut-être pour ceux qui s'en sont rendus compte, à partir de 2016, Google Translate, qui était relativement mauvais, est devenu excellent, principalement à cause de ce type de technique, dont le mécanisme de base, sur lequel j'insisterai pas, sont ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Et puis, ce qui a révolutionner les choses depuis 2018, c'est des approches qui sont assez combinatoires, qui sont basées sur quelque chose qu'on appelle le transformer. Et dedans, on trouve notamment le système BERT de Google ou le système développé par OpenAI, dont Elon Musk est un des actionnaires, et qui va, pareil, basé sur des mécanismes un peu complexes d'encodeur-décodeur, d'attention, avec de l'auto-attention, des têtes multiples. Je vous passe un peu les détails. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de regarder comment ils s'entraînent, ces algorithmes. Et ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va leur apprendre la langue sur laquelle ils vont devoir travailler. Donc, on prend un grand corpus, par exemple tout Wikipédia en français, et on injecte ça dans la machine. Et ce que fait simplement la machine, c'est qu'elle cache des mots au hasard et elle essaie de deviner quel est le mot qui devrait boucher le trou du mot qu'on a caché dans la phrase. Et au fur et à mesure, elle apprend le langage en apprenant quel mot va à la suite de quel mot ou quel mot bouche le trou au sein de notre phrase. Et ce qu'on a quand on a sur notre téléphone portable, quand on tape un mot, il vous affiche le mot suivant le plus probable. Et ben c'est en utilisant ce type de technique, il a appris le français. Il voit que vous êtes en train de taper un mot et si par exemple vous écrivez il fait beau ce, et ben
il va vous proposer par exemple matin, qui est le mot qui a le plus de chances d'apparaître. Et une fois qu'on a entraîné notre machine à comprendre le langage, à se représenter en fait le langage, par exemple le langage en français, on peut aller apprendre par exemple après à apprendre le langage radiologique à partir du langage qu'elle a appris en français, eh bien on va pouvoir lui faire des tâches supervisées, c'est-à-dire par exemple lui faire des tâches de classification, de questions-réponses, et ça va fonctionner extrêmement bien. C'est aussi pour ça que par exemple tous les chatbots ont avancé aussi rapidement ces derniers temps. Mais ça marche même avec un faible nombre de labels et ça va être très robuste aux problèmes de tournure de phrase ou d'erreurs de syntaxe ou d'orthographe. Voilà, je vous montre un exemple. On a testé ça donc au sein des HCL dans le cadre d'une étude. On a pris 100 000 comptes rendus de scanner. On est parti d'un modèle qui était préappris en français qui s'appelle Camembert. Et si vous donnez la phrase suivante, lésion, on lui cache le mot du foie gauche. Eh bien, avant d'avoir entraîné sur les comptes rendus de radiologie, vous voyez qu'il propose des mots en français qui sont relativement raisonnables, partiel, aigu, lésion aiguë du foie gauche, pourquoi pas, lésion grave, interne, mais qui sont relativement peu médicales et surtout la machine est assez peu sûre d'elle. Et une fois que vous l'avez entraîné sur ces 100 000 comptes rendus de scanner en lui cachant des mots, bien vous voyez que ce qu'il propose, c'est des mots qui sont beaucoup plus probables, comme secondaire, hépatique, cible. Bon, évidemment, la lésion hépatique du foie gauche, c'est un peu une tautologie, mais bon, cible, focale, primitive, vous voyez des termes qui sont très crédibles. Donc ça veut dire qu'il a appris notre modèle de langage. Et ensuite, on peut s'en servir pour lui faire une tâche de classification. Et par exemple, nous, on s'est intéressé à savoir quel était le pourcentage d'examens qui étaient demandés pour une embolie pulmonaire dans lequel on trouvait vraiment une embolie pulmonaire. Et on a pu montrer sur une étude sur un an, plusieurs milliers de patients, qu'on avait 15% de taux de positivité des scanners demandés pour les embolies pulmonaires, ce qui peut être intéressant, effectivement, pour des raisons d'organisation ou autres. Voilà, donc en conclusion, les applications potentielles du NLP en médecine en général et en radiologie en particulier, elles sont multiples. Ça peut penser au moteur de recherche, ça peut servir donc dans nos pratiques, pour les indications, pour la pertinence, on va dire un mot, pour les supports à l'interprétation, notamment pour nous les synthèses cliniques qui seraient vraiment très utiles, et puis également l'aide à la création de bases de données, comme on en a parlé au début. Ça, c'est grandement facilité donc, par les nouveaux modèles de langage intégré comme BERT dont je viens de vous parler, avec toutefois des difficultés qui restent à surmonter. Il faut arriver à créer ces bases de données de grande taille. Ensuite, il faut intégrer le NLP au sein des systèmes hospitaliers. Et là, la DSN fait des efforts très importants en ce moment pour arriver à relever ce challenge avec, pour l'instant, en fait, beaucoup de succès. Et puis également des aspects de formation et d'information. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.